Voilà, donc première chose, on va mettre. Donc je vais essayer de repérer ce que les mots du plan de Joël. Donc petit A, donc introduction, on s'intéresse à l'accélération subie lors d'un choc. On va dire à vélo par exemple. Bon, je dis ça parce que souvent c'est les gamins qui veulent pas mettre le casque. Mais les gamins ne savent pas faire de physique, donc on peut pas leur expliquer. Mais on va faire un dessin, je vais vous faire un gamin cubique. Ça, c'est l'accélération subie. Ouais. Donc le gamin cubique, il est comme ça. Il s'est fait éjecter avec son vélo, donc il arrive avec une vitesse V comme ça. Et poum, il va se planter là. Effectivement, en fait, il a V, c'est tout. Hein. C'est parce qu'il est éjecté comme ça. Et bon, il y a la pesanteur et tout ce que vous voulez, mais on peut l'oublier ça parce que c'est pas très grave. Alors en fait, est-ce que quelqu'un peut me dire en fait la trajectoire qu'il a, ce gamin? Hein? Hein, les miss, au fond, est-ce que quelqu'un peut me dire? Il a une parabole. Alors pourquoi on a l'impression qu'il va droit? Ouais. Est-ce que pourquoi on a l'impression qu'il va droit et que c'est une parabole? Ouais, en un sens, c'est ça. C'est parce qu'en fait, il est sur une. En fait, ouais, c'est ça. Le résultat, c'est ça. Ou alors, en fait, il va très vite par rapport à. Donc, en fait, si vous prenez une parabole, puis qu'effectivement, vous regardez sur un tout petit bout, essentiellement, c'est une droite. Donc, en fait, quand on le regarde sur une distance très courte, essentiellement, c'est une ligne droite. Mais effectivement, si je poursuivais très très loin, c'est effectivement bien une parabole qui fait. Ah, les organisatrices de soirée, là, vous aviez compris que c'était une parabole qui faisait le gamin en rentrant dans le mur? Oui. D'accord, donc si le mur est plus bas, il passe pas dessus. Voilà. Donc en fait, les seules forces, c'est mg et la vitesse, c'est v. Il n'y a rien d'autre. Voilà, alors les forces en présence, vous avez, enfin les forces, les paramètres importants, vous avez la masse, enfin, important, on verra si c'est important. Vous avez la vitesse. Et puis vous avez ici un temps qui est qu'on va mettre le temps de collision, on va l'appeler comme ça. Alors on va mettre des noms, M, V, et le temps. Alors, chose importante pour l'examen que je ne fais jamais, c'est de ma faute. Si c'est un vecteur, vous mettez bien sa petite flèche. D'accord? Et même, je vais vous mettre plus, il faut mettre les unités, sinon il ne sera pas content non plus. Donc M, c'est du kilo. Et V, c'est des mètres par seconde. Le temps de collision, on va l'appeler TC. Ça, c'est, on va dire, en secondes. En fait, il n'y a que ça comme paramètre. Je ne vois pas tellement d'autres parce que le mur, on considère qu'il est infiniment haut. La distance de quoi? Distance au mur? La distance de l'objet au mur, vous voulez dire? Non, mais on verra. Je veux dire, il vaut mieux en mettre trop que pas assez parce qu'après, on a tout ça. Ah, il faut les 5G aussi. Ah oui, les accélérations, c'est 5G, ouais. Oui, c'est intense, après on le mettra en millisecondes si on veut, mais. Donc ça, c'est des mètres par seconde moins 2. On dit que ça c'est inférieur ou égal à 5G. Donc G c'est une unité connue. Hein, j'ai mis que c'est D. Ah oui, c'est en mètres. C'est en mètres, ouais. Distance au mur, c'est D. D, oui, c'est en mètres. Voilà, donc vous avez tout ça à mettre. Et je crois que là, on a tout ce qu'il nous faut. Bon. Alors, évidemment, la tendance qui est claire, ça tient sur... je vais faire un gros dessin, là, si vous voulez. Ça tient sur une demi-copie double. Une demi-page. Collision. Le temps de collision,
pense qu'on n'invente pas grand-chose en le disant. C'est que tendance, quand vous avez V qui augmente, alors quand le module de V augmente, le module de A va augmenter. Je pense qu'on ne se mouille pas trop en disant que s'il rentre plus vite dans le mur, ça va taper plus fort. Ça, ceux qui me disent le contraire, il manque de bon sens. Donc ça veut dire quand même que quand vous aurez un résultat, vérifiez bien que ça va dans ce sens-là. C'est un truc qu'on fait toujours, des fois vous oubliez de le faire. Personnellement, je fais toujours le résultat quand même que dans mes calculs, si le truc doit monter, je vérifie qu'à la fin de mes calculs, il monte bien. Je vais pas arriver à un résultat où le truc descend. D'accord. Parce que ça m'est arrivé de voir dans des copies de certains élèves des trucs où la pesanteur est inversée. Donc j'achète une pierre, elle monte. Bon, pas dans Star Wars, j'ai jamais vu ça. Bon, après, on va faire un petit calcul. Hein. Donc, on va faire dans le D, dans le grand. C'est un grand D qu'il avait mis à Joël. Donc, allons-y. Donc, le gros D, on va faire le calcul. Non, le calcul, c'est pas le C, c'est le combien donc c'est le E. Hein. Donc on va faire un dessin. Donc mon mur il est là. D'accord. Et mon bonhomme maintenant il est rentré dans le mur. Alors on va faire un avant-après. Là pour l'instant il est juste avant. Il a un module V0 ici. Je l'ai V ou V0, je ne sais pas pourquoi je l'appelle V0, enfin V. Après, il y a toujours G ici, mais enfin G à la limite on s'en fout un peu. Ok. Je vais mettre en vert ça. En fait, il n'est pas très facile à faire le dessin sur ce truc-là parce que on est en train d'essayer de dessiner des infinitésimaux, donc c'est pas quelque chose qui est très facile a priori à faire. Donc le avant-après, le après, ça nous donnerait ça. Non, je le ferme, mon bonhomme, il n'y a pas de raison qu'il soit pas. Il y a toujours G. Par contre, juste après, il a une accélération qui est comme ça. Accélération qui est comme ça. Puis si on continue le film, bon, après c'est dur de continuer le film parce que ça dépend de plein de trucs. Hein. C'est pas si c'est un choc élastique, il va repartir, pas repartir, ça dépend de plein de trucs. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici dans le film, vous voyez que ce qui s'est passé, c'est que ce machin-là, est-ce que vous pourriez l'organiser votre soirée un peu plus doucement? Parce qu'on est en train de parler du bonhomme qui est dans son mur. Donc ce qui se passe ici, vous voyez, c'est que ça est en train de devenir ça. C'est ça qui se passe. D'accord? Et en fait, ça, c'est vrai. Ce qui est important, c'est de comprendre ça. Quoi. Parce que ça, c'est simplement dV sur dt. Alors, si vous voulez faire un petit dessin pour vous aider à comprendre, c'est facile. Au début, je vais le faire comme ça. Regardez. Ici, vous avez V. V comme ça. Et là, V égale 0. D'accord? Donc dV sur dt, c'est égal à un truc, un vecteur qui va être comme ça. Tout bête. Hein. Parce que 0 moins le truc comme ça, le vecteur est dans l'autre sens, donc c'est un vecteur qui va être comme ça. Alors après, le problème, c'est le dt. Le dt, je ne sais pas trop ce qu'il y a en dessous. D'accord? Voilà, donc là, on l'a écrit, on l'a dessiné, tout le monde est content. Parce que c'est un truc qui est proportionnel, qui va être dans cette direction. Je vais vous l'écrire proprement, ça sera plus facile. Comme ça, vous aurez du mal à comprendre. Je vais l'écrire proprement, comme ça vous donnera exactement le résultat, si vous voulez. Donc si vous prenez ça et ça,
vous voyez que A est égal à delta V sur delta T. Donc c'est égal à 0 moins V sur delta T. Donc vous voyez simplement que l'accélération est égale à moins V sur delta T. D'accord? Et si vous le marquez en norme, vous avez que la norme que A c'est égal à delta V, pardon, c'est égal à V sur delta T en norme. Ok? Voilà, comme ça c'est écrit tout propre, tout bien. C'est pas beau ce que je fais. Hein. Je vais faire autrement. Je vais vous l'encadrer, ça sera aussi bien. Oui, pour la norme, vous enlevez les signes. Ok? C'est tout ce que... Oui, parce que ici c'est 0. La vitesse elle est nulle là. Ah oui, vous inversez, c'est pour ça. C'est dans le sens. Est-ce que tout le monde est ok avec ça? Parce que l'exercice c'est ça, hein, je veux dire, il n'y a rien de plus... L'exercice c'est la définition de l'accélération en fait. Voilà, donc là on est content. On a fait le A, B, C, D, E. Vous voyez, A, B, C. Alors après, par contre, là, en fait, je trouve qu'il est assez intéressant cet exo parce que ça vous demande pourquoi les gens vous disent de mettre un casque à petite vitesse, parce qu'en fait, souvent, ils ne réalisent pas que le problème, il ne faut pas oublier dans ce problème, c'est pas tellement le V, c'est sur le delta T qu'il y a le problème. Parce que le V, effectivement, il n'est pas énorme, mais quand vous divisez par 0, ça diverge assez vite, quoi. Et ça, les gens, ils ne réalisent pas ça. C'est normal, ils ne sont pas physiciens. Mais vous l'êtes. Donc maintenant, on pourrait leur expliquer qu'il y a quand même un delta T, le temps de machin, là, appelé. Qui pose problème. Alors, si on met des chiffres, mettons des chiffres. Donc, mettons des chiffres. Alors, effectivement, dans l'exo, on vous demandait pour que ça soit inférieur à 5G, mais on va le faire dans l'autre sens, c'est plus parlant. Ouais, mais on va le faire dans l'autre sens, c'est plus parlant. On va mettre V égale à 20 km/h. Alors j'aime bien 20 km/h parce que moi je fais de la trottinette électrique à Grenoble et elles sont bridées à 20 km/h. Comme ça donne un chiffre. Hein? Ouais, 20 km/h en pédale, mais c'est à peu près ça. Ouais, c'est à peu près ça. On va mettre un temps de. Comment on l'a appelé? Le TC, on va mettre 100 millisecondes. Alors celui-là, si quelqu'un veut faire des recherches sur internet, je pense que c'est cet ordre-là, je ne suis pas sûr. Le choc sur un choc brut comme ça, je ne sais pas. Ça vous donne une accélération qu'il faut, alors 20, alors pour passer en mètres par seconde, il faut multiplier ou diviser, je ne sais jamais ça. Je sais plus, il faut multiplier. Pour passer en mètres par seconde, il faut... Tu veux avoir des mètres par seconde? Ben oui, il faut mettre en SI pour avoir le truc. Oui, Il faut mettre par 3,6 ou diviser par 3,6 Il faut diviser par 3,6 Oui, pour avoir des mètres par seconde. Pour 3,6, 10 puissance moins 1. Donc vous divisez par 3,6, vous passez km/h en mètres par seconde. C'est ça? Et alors maintenant, je fais mon petit calcul. Je trouve que c'est 20 divisé par 3,6. Mais non, c'est 1000 mètres. 1 km c'est 1000 mètres et il faut diviser par 60 par 60. 60 minutes fois 60 secondes. Donc 1000 divisé par 3600, ça fait 3,6. D'accord, ok. Faites votre effort là, c'est le moment où il faut tout donner là. Donc, et là ma calculette va se lâcher aussi. Et là vous trouvez déjà quelque chose comme 50 G. Alors je pense qu'en fait, je pense que le 100 millisecondes il est un peu sous-estimé. Je pense que c'est peut-être un peu plus que ça. Parce que je pense qu'en fait, ce qui vous limite, c'est la déformation de la voie crânienne. Donc je pense que c'est un peu plus que 100 millisecondes. Donc le chiffre là, est sûrement un peu faux. Mais vous avez déjà un chiffre qui est assez énorme. D'accord? Donc si vous voulez, ça veut dire que pour avoir 5G, il faut diviser par 10 typiquement. Donc ça veut dire 5G, c'est 5 km/h.
Ceci dit, j'ai fait une expérience quand j'étais très perturbante de voir un mec qui s'est tué devant moi en tombant de sa hauteur. C'est un gars qui était en train de faire de la moto sans casque, mais il était à l'arrêt. C'est-à-dire qu'il a démarré sa moto, et la moto a fait joum, 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 je suis perdu l'équipe, mais il était à l'arrêt, hein, le gars. Et il est tombé sur le côté, il avait pas mis les mains, puisqu'il avait les mains sur le guidon, il est tombé sur une arête de trottoir, vous voyez, comme ça. Et il est tombé, et il a pas saigné ni rien, mais il s'est pas relevé. Et en fait, il était mort. Et devant moi, il était là comme de là à vous. Et à l'arrêt, il est mort comme ça. Donc je pense que là on surestime un peu, mais c'est facilement ça. Alors effectivement, si vous mettez, mettons, si vous mettez un casque, si vous mettez un casque, si vous mettez un casque, vous pouvez passer déjà, vous gagnez, vous faites un delta T qui va peut-être être autour de la seconde, mettons, un truc comme ça. Si vous êtes autour de la seconde, ben vous avez un A qui devient autour de 5G, donc là il n'y a pas de problème. Et alors, si vous prenez aussi un truc qui est très... alors ça, c'est les châssis de voiture aussi. Longtemps, quand j'étais gamin, je me dis pourquoi ils font pas des châssis très solides. Ben, en fait, c'est pas une bonne idée de faire des châssis très solides. Il faut au contraire faire des châssis qui absorbent. Donc pour ça, les châssis se déforment maintenant. Donc en fait, les châssis de voiture qui se déforment, les châssis déformants, c'est aussi la même idée, vous tombez facilement. Alors par contre, il faut qu'elle tienne pour aller beaucoup plus vite. Donc c'est un peu merdique parce que il faut pas que ça soit trop mou, sinon ça n'a pas d'intérêt, ça va se compacter complètement. Et c'est trop dur, ça se compacte aussi. Donc c'est dur de trouver un juste milieu pour que ça se compacte bien. Et puis vous avez aussi, c'est le principe de l'airbag aussi. Donc tout ça, ça va pas marcher à des vitesses folles, mais sur une certaine gamme de vitesse, c'est extrêmement efficace. D'accord ? Alors c'est aussi le principe des petits trucs de polystyrène dans les paquets de poste, dans les paquets de la poste. Alors ça a été mesuré par contre. Le truc qui est le plus efficace pour les paquets de la poste, c'est le popcorn. Ce qui est à peu près l'équivalent des petits trucs que vous trouvez en polystyrène, mais c'est encore mieux le popcorn. Bon, c'est un peu moins propre, mais c'est le plus efficace pour amortir. Et le seul cas qu'on ait vu d'une personne qui a survécu à une chute d'un avion, c'est dans la montagne où il venait de tomber 10 mètres de poudreuse. Et là, elle a réussi, elle tombe à 200 à l'heure. On pourrait faire le calcul, à 200 à l'heure, si elle tombe sur, je sais pas si elle s'arrête sur je sais pas combien de dizaines de mètres, elle a survécu. Je sais pas dans quel état, mais elle a survécu. D'accord. C'est le principe aussi des cordes dynamiques en escalade. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui font de l'escalade. C'est une invention grenobloise. Attention. Jusqu'alors, les mecs, ils grimpaient avec des cordes en chanvre. Bon, en fait, ça leur servait surtout à faire des rappels ou des trucs comme ça, parce qu'une corde en chanvre, ça n'a aucun intérêt en termes de sécurité, parce que si vous tombez, c'est pas élastique, ça s'arrête d'un coup. Donc là, de toute façon, votre dos, il est cassé en deux, vous êtes mort. Les cordes dynamiques actuellement, ça s'arrête, c'est élastique, c'est-à-dire que ça vous arrête, ça plonge comme ça, et ça remonte. Et donc vous pouvez, si vous tombez, si vous prenez un vol, ça s'arrête doucement et vous vivez. Mais la corde en chanvre, ça s'arrête d'un coup. Donc ça peut vous servir pour descendre, mais en termes de sécurité, ça n'a aucun intérêt. Donc ça, c'était un gros progrès des années 50, je crois que c'est pas si vieux que ça, l'invention de la corde dynamique. Ok. Un casque, les châssis déformants pour les voitures, les airbags. Enfin, ce que je veux dire par là, mais il y en a plein, vous cherchez autour de vous, vous en trouverez plein d'exemples comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on pense toujours à la vitesse et on ne pense pas que la sécurité a lui aussi du delta T. Et beaucoup du delta T. C'est pour ça que les enfants, par exemple, ils pensent toujours, ils vous diront toujours, les enfants, quand vous aurez des enfants un jour, que quand vous lui direz mets ton casque, il dira toujours mais je ne vais pas vite. La question n'est pas là, la question elle est est-ce que je ralentis vite. C'est-à-dire que moi alors dans ma vie, je suis pas très fier de ça, je suis rentré 2 fois dans une glissière de sécurité sur l'autoroute. En fait, je me suis pas fait mal parce qu'une glissière, je la prends de côté comme ça, je la rate et puis je rebondis sur l'autoroute. C'est un peu impressionnant, mais ça fait pas mal. Je veux dire, ce qui est problème, c'est s'il y a quelqu'un derrière. Mais si on est tout seul, voilà, on racle la glissière de sécurité, on est rééjecté sur l'autoroute, j'étais à 130, il m'est rien arrivé. Alors que par contre, à 20 à l'heure ou à 50 à l'heure, si je rentre dans un mur en béton, là, je peux me tuer. Donc, ce qui compte, c'est vraiment le paramètre du temps que vous passez dedans. Non, laissez partons la voiture. Mais je veux dire, vous savez ce que c'est la glissière de sécurité sur l'autoroute? Le truc qui est au milieu, qui a 2 bosses là, comme ça. En métal. Elle était imprimée dans la voiture, la glissière. Dans la porte, il y avait 2 belles glissières en négatif, quoi. Il y avait un tampon avec la glissière. La voiture a fait comme ça, elle est passée 5-6 secondes sur la glacière, elle a rebondi, après elle est revenue là. C'est un peu impressionnant, hein, si vous voulez, mais après voilà, quoi, vous avez une belle glissière qui est imprimée dans votre voiture, et puis bon, ça fait genre quoi.
La baignoire que je vous demandais de monter en haut de la tour Eiffel, donc parce que c'est simplement de l'énergie potentielle. Donc on va regarder le télésiège. Mais tu t'en vas, toi, oui. Télésiège du Grand Bornand. Alors c'est ce qu'on appelle un télésiège à pince fixe. Donc, je vais vous expliquer pour ceux qui veulent se mettre au ski. En fait, quand vous chargez les gens, donc les gens sont là, le télésiège arrive et ils s'assoient dessus. Et s'il va trop vite, évidemment, les gens ils se font renverser. Donc ils sont obligés d'aller lentement parce que sinon il y a un problème. Alors il y a des télésièges qui sont dits débrayables, c'est-à-dire quand ils arrivent en gare, la pince du télésiège s'ouvre et donc le câble file sous la pince. Et donc le télésiège va doucement pour prendre les gens. Une fois qu'il les a pris, il se referme sur la pince et il se remet à aller vite. Et les trucs à pince fixe sont obligés de tourner très lentement. C'est pour ça que celui-là tourne très lentement. Donc le télésiège du Grand Bornand, le principe c'est que vous avez évidemment des sièges qui montent et qui sont pleins de bonhommes ici. Tac. Alors tiens, est-ce que vous avez fait en mécanique qu'on appelle les résonances mécaniques, non? C'est fabuleux la résonance mécanique, c'est quand vous faites osciller un système, et si vous êtes à la bonne fréquence, il se met à osciller très très fort, même en ne le sollicitant pas énormément. Et alors si vous voulez un exemple de télésiège qui se met à résonner, vous regardez ce qu'on appelle le Grand Gendré aux Deux Alpes, donc JANDRI, et à un moment, vous avez une image où le vent est rentré en résonance avec le télésiège et il oscille à 90 degrés le truc dedans. Il y a des mecs dedans, et c'est juste parce que le vent n'est pas très très fort, mais il est entré juste à la bonne fréquence pour faire osciller le télésiège comme ça. Bon là c'est un petit, c'est une benne, hein, là c'est un petit télésiège. Donc il monte. Alors le truc c'est que le plus simple pour faire ce calcul, c'est de calculer l'énergie pour un bonhomme puis de multiplier par le nombre de bonhommes. Ça paraît logique. De même qu'on avait fait le calcul pour une baignoire et qu'on a multiplié par le nombre de baignoires. Alors l'intérêt de ce truc, c'est qu'évidemment, paf, 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 puis il va monter là-haut. Alors, bizarrement, souvent, vous ne faites pas le rapport avec la baignoire, parce que la tour Eiffel, elle monte droit, et là, il monte en pente. Ça paraît con, on ne fait pas le rapport. Alors, il y a une raison, quand même, sur laquelle vous n'auriez pas forcément tort, c'est que si on avait des forces de frottement, les forces de frottement, ça dépend du chemin que vous prenez. Donc, dans ce cas-là, vous auriez raison. Parce que si j'y vais à l'horizontale, j'y vais doucement, je vais plus de chemin. Donc, j'ai plus de frottement que si j'y vais droit. Alors, dans ce cas-là, on va négliger les frottements. Alors, il y a deux raisons à ça. Pourquoi on peut négliger les frottements? Alors la première raison, c'est qu'on va lentement. Alors ils vous disent 2 mètres par seconde. 2 mètres par seconde, vous allez vraiment pas vite. Là, vous prenez des bons skis de rando, vous allez plus vite à pied. La deuxième raison, c'est que les frottements mécaniques, en fait, les frottements mécaniques sont les plus forts ici, mais ils restent faibles. Donc les frottements mécaniques, dans un truc comme ça, c'est essentiellement les frottements sur les poulies des piliers. Là, vous avez des poulies sur les piliers. Qui passent là. D'accord. Donc vous avez un câble énorme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un câble comme ça. C'est assez intéressant à voir parce que une fois, j'en avais un qui était tombé, pas qui était tombé, qu'ils avaient enlevé. Un câble comme ça, vous êtes incapable de le bouger. Incapable, ne serait-ce que de faire 1 millimètre. Moi, j'ai essayé, je ne peux pas. Et en fait, pour les mettre dans le câble, ils ont des sortes d'énormes vérins. Et ils le posent comme ça dans le câble. Mais c'est des trucs qui font la taille comme ça. C'est pas si énorme que ça quand on voit cette taille-là. Mais vous êtes incapable de le bouger. La masse que ça fait, c'est extrêmement impressionnant. Voilà, donc là, on va considérer qu'on néglige complètement les frottements. Alors, du fait qu'on néglige les frottements, on n'a pas intérêt... Alors, il y a des gens qui sont partis pour calculer le travail avec la puissance en disant FV, etc. Ce qui est une bonne idée, c'est juste, je ne dis pas que c'est faux, mais quand on peut utiliser des lois plus simples, donc des lois de théorème de l'énergie cinétique ou des trucs comme ça, c'est plus pratique, parce qu'on a utilisé que le début et la fin du système, l'état final et l'état initial du système. Donc à ce moment-là, on va utiliser simplement le théorème de l'énergie mécanique, je ne sais pas comment vous l'utilisez, qui vous dit simplement que delta de l'énergie mécanique est égal, à l'énergie potentielle au point B, on va dire. Point B moins l'énergie potentielle au point A. Ben non, il faut faire une différence quand même.
La variation d'énergie mécanique. Donc c'est égal à mg fois hb moins, bon, on va dire moins delta h, comme ça évitera de se traîner des trucs trop longs à écrire. Ok. Donc on va dire ça pour un skieur. Alors, petite remarque intéressante, on ne tient pas compte du siège. Alors, pourquoi on ne tient pas compte du siège? Est-ce que, à ma droite, quelqu'un a une idée? Est-ce que l'équipe de droite a une idée? Ah, vous êtes vachement soutenu là-bas. Est-ce que elle vous a une idée? Personne idée, ouais. Non, mais comment ils sont foutus? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas à tenir compte de l'énergie potentielle du siège qui monte? Réfléchissez comment c'est foutu cette affaire. Comment c'est fait un télésiège? Ça marche avec un ascenseur, je veux dire. Un ascenseur, je ne vais pas tenir compte de l'énergie potentielle de la cabine qui monte, pourquoi? Bah, chez un ascenseur, pourquoi le moteur, il n'a pas à payer l'énergie potentielle de la cabine qui monte? Pourquoi il ne travaille pas le moteur quand il fait monter la cabine? C'est un contrepoids. Ah oui, mais le moteur, il ne tire pas sur le poids en permanence, heureusement. Il y a une belle invention dans le... Non, il y a une belle invention dans le moteur qui fait que le moteur, il ne tire pas le contrepoids, il tire que le poids du bonhomme qu'il y a dans la cabine. Mais il ne tire pas le poids de la cabine lui-même. Hein? Non, mais il y a un truc tout con qui est vachement important. Bah essayez, même si vous ne savez pas, dites-vous que vous êtes en train de faire un ascenseur, et puis vous vous dites, que je monte le poids du bonhomme qui est dedans, j'ai pas le choix. Mais j'aimerais bien que mon moteur n'ait pas à tirer la cabine elle-même, parce que ça, c'est con, elle est tout le temps là. Je vais trouver un truc astucieux pour qu'il n'ait pas tout le temps à tirer sur cette cabine. Qu'est-ce que vous feriez? Oubliez la physique, dites-vous, voilà, essayez d'être malin, quoi. Ah, c'est pareil, vous aurez toujours à payer le poids de votre cabine. Un truc qui annulerait le poids de la cabine. Alors, je sais que vous voyez ça dans la vie, il y en a partout, mais je sais que vous voyez ça précisément. Enfin, il sera toujours là, le poids de la cabine, mais je veux dire... Hein? Non, très simplement, vous voulez un truc... Je veux que mon tableau... Il y en a des fois des tableaux comme ça, je ne sais pas si vous avez vu déjà à l'école, où je monte le tableau, je le redescends, je le monte, je le descends comme ça. Non, mais vous avez trouvé la réponse, on l'a vu tout à l'heure. Comme exemple, les vieilles balances. Ah oui, les vieilles balances, c'est le cas, effectivement. Les trois filles là-bas, est-ce que vous savez que les ascenseurs, vous savez, quand on a un ascenseur, en général, on a une cabine, puis quelqu'un qui monte dedans. Donc l'idée qu'on se dit, c'est qu'on voudrait, c'est que le moteur, il ne s'use pas trop, donc il ne travaille que pour monter la personne qui est dedans, mais pas la cabine. On dit la cabine, elle est toujours là. Donc comment je fais pour que le moteur, il ne s'abîme que pour monter la personne, mais que la cabine, il n'est pas à dépenser l'énergie pour monter la cabine? Qu'est-ce que je fais? Une solution concrète, toute bête. Qu'est-ce qu'il y a dans un ascenseur pour... Les câbles, une poulie. Oui, et de l'autre côté, il y a quoi? Vous n'avez jamais monté dans les très vieux... Dans les vieux immeubles, souvent, on met la cage d'ascenseur au milieu de l'escalier, et le truc, on le voit descendre de l'autre côté. Ça s'appelle comment, le truc qu'on voit descendre de l'autre côté? Vous n'avez jamais vu la petite cabine qui monte et l'autre truc... Et vous voyez ce que je veux dire, le truc qui descend, ce qu'on appelle un contrepoids. D'accord? Le contrepoids, ça veut dire que quand c'est équilibré, le moteur, il ne travaille pas pour monter ça. Il monte le grand bordant, ce qui se passe, vous savez comment c'est fait? Est-ce que vous voyez le principe du contrepoids par rapport à ça? Vous avez un siège qui monte, un siège qui descend. Donc, vous n'avez pas
il monte et descend symétriquement. Faut toujours mettre des sièges à gauche et à droite. Voilà. Et surtout, il y en a un qui monte et un qui descend. Vraiment. C'est bizarre, parce que ça fait pas de contrepoids. vu que Si. ça- Non, c'est pas un contrepoids. Enfin, d'abord, si, c'est un contrepoids parce que c'est comme ça, c'est un contrepoids projeté. Toujours pareil, même problème. Vous avez tendance à le voir comme ça. Et en fait, il n'est pas comme ça. Vous projetez tout comme ça. Mais c'est la même chose. Vous avez juste un sinus θ qui traîne, si vous voulez. C'est-à-dire que vous voudriez que, pour vous, G, il est toujours comme ça. Ce qui est pas faux, G est bien comme ça. Je suis d'accord avec vous. Mais si vous penchez, si vous le penchez, G, et ben ça marche encore, sauf que vous avez G sinus alpha. Effectivement, l'énergie potentielle, c'est pas G. Vous pourrez faire la manip. Ah non, vous ne la faites pas, la manip sur le tableau à coussin d'air. Mais quand vous penchez un truc, il monte. C'est comme si vous aviez un G plus petit que le G effectif. C'est un G effectif qui vaut G sinus alpha, en fait. Mais c'est exactement comme une poulie d'ascenseur. Ça monte, ça descend d'un côté, ça monte, ça descend d'un côté. Sauf que là, vous le faites sur un truc penché au lieu de le faire sur un truc vertical. Alors, une autre façon de le voir plus sophistiquée, si vous voulez, c'est vraiment snob, c'est que vous pouvez prendre deux sièges et leur centre de gravité ne bouge pas. Donc, l'énergie totale du truc ne bouge pas. Non, mais ça, c'est un truc qui est vachement compliqué, ce que je dis, c'est de réaliser qu'en fait, quand vous faites, vous voyez les tables à coussin d'air, vous avez dû voir ça au lycée. Et avec les physiciens, les PCMM, on leur fait tracer une parabole sur la table à coussin d'air. Donc ils lancent un palais à coussin d'air et ça fait une parabole. Et la table, elle est inclinée. Donc ça fait une parabole comme ça. Et en fait, ça fait ce qu'on appelle un tir dans le vide. D'accord ? Normalement, le tir dans le vide, on le fait comme ça. On lance le truc en l'air et ça fait une parabole. Et donc, eux, ils ont du mal à comprendre que ça fait une parabole ici aussi. Mais ils disent, on n'est pas en l'air, ça ne devrait pas faire une parabole. Ben si, ça fait une parabole parce que leur table est inclinée. Et que dans une table inclinée, c'est un peu comme si on avait fait un G plus petit. Parce que quand je suis comme ça, G égale 10. Quand je suis comme ça, G égale 0. Parce que la projection de G, je fais 0. Et entre les deux, on a G qui varie entre 0 et 1. Ou 10, quoi, si vous voulez. Donc, ce grand bornant, c'est exactement le même problème. On a un G, une pesanteur qui varie en fonction de la projection du G sur la... Je vais vous montrer, je vais vous faire un petit dessin. Un bonhomme. Je vais vous faire un petit dessin. Regardez. Alors, ici, je suis sur un mur vertical. J'ai G qui vaut 10. Si je suis sur un système complètement horizontal, G, il est là. Et donc, le G qui m'intéresse, moi, il vaut 0. Parce que moi, je suis là. Moi, je suis le petit bonhomme, je suis là, moi. Quand je vois G égale 0. Si je suis un penché, G est toujours vertical. Par contre, le G qui m'intéresse, lui, c'est un G qui, en gros, est comme ça. Donc, c'est un G penché. Donc là, je suis sur une pente, et j'ai bien un G qui va vers le bas. D'accord ? Mais qui est un peu plus petit que celui-là. C'est un G', si vous voulez. D'accord ? Et donc, si je suis vertical, G' égale G. Si je suis à l'horizontale, G' égale 0. Et si je suis entre les deux, G' il vaut quelque chose entre les deux. D'accord ? Et moi, mon petit bonhomme, il voit un truc penché, ou plus ou moins, il vit dans un univers, si vous voulez, où G. Il faut que vous y pensiez, que vous y réfléchissiez. Ça vous imprime, parce que c'est quelque chose de très compliqué à concevoir. C'est bizarre que le J, normalement, c'est toujours en bas. Le J. Enfin, Oui, mais si vous êtes en bas et que votre planche... mais s'il y a quelque chose qui est comme ça. Mais non, parce que... Non, mais... Oui, non, mais je comprends votre problème. Moi, je vis là-dessus. Moi. Je ne sais pas ce qu'il y a en bas, si vous voulez. Imaginez que vous êtes une fourmi qui vit là. Il voit G comme ça, lui. Lui, il voit pas le G comme ça. Lui, il voit que la projection de G. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme les passages des dimensions les unes dans les autres, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est que la surface d'une sphère, c'est bidimensionnel. Vous dites, ah ben non, c'est trois-dimensionnel, parce que vous voyez une boule. Mais la fourmi qui vit dessus, elle voit pas la boule. Elle voit qu'une sphère. Donc, c'est bidimensionnel, une sphère. La surface d'une boule, c'est à 2 dimensions, c'est pas 3 dimensions.
Et je sais que c'est difficile à concevoir, ça. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule, hein, si vous voulez. C'est pour ça que, par exemple, une surface d'une sphère, c'est infini, parce qu'il n'y a pas de bord sur une sphère. Donc, mais je suis d'accord avec vous, mais j'ai toujours vers le bas, et pour lui, le bas, il n'est pas le même endroit que vous. Bon, donc on en était à dire pour un skieur. Donc, on sait que delta EP est égal à mg delta h. Pour grand N skieur, on a delta EP est égal à grand N mg delta h. D'accord? Et là, par contre, la puissance, il faut diviser, et ça, faut pas oublier, diviser par le temps mis par les N skieurs pour monter. Donc on trouve que P est égal à N fois mg delta H. Ouais, j'ai appelé ça N. Oui, ça ressemble à des H, je sais. Divisé par T. Et on prend que N égale 2245. Mon M, j'ai mis c'était 100. G, on a dit que c'était 10. Delta H, c'est 270, c'est ça? 75. Et T, c'est 3600 secondes. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Et maintenant, on va le calculer. Je suis sûr qu'à 4 personnes, on aura la même réponse. Mais soyons fous, on essaie. Ben, une heure, c'est 3600 secondes. Oui, mais j'ai pris combien de temps il faisait pour aller de en haut en bas? Si Il on faisait fait un aller. J'ai pris 10 minutes et après je. 10 minutes pour monter. Mais c'est parce qu'on vous dit qu'il met ça parce que c'est le nombre de le débit, c'est le nombre de personnes à l'heure. Oui. J'utilise la vitesse de montée. Ils disent qu'ils le montent à 2 km/h. Oui, mais vous savez pas combien il monte en 2 km/h. Vous savez combien il met pour faire un aller? Oui, mais vous savez pas combien il en monte dans un aller. Combien de skieurs il monte pendant un aller? Ici, il monte 188. Par aller? Par aller, pas par aller-retour, par aller. Ouais, mais ça vous doit tout la même chose alors. Tout prévu, du coup, oui. Sauf s'ils ont fait une erreur dans leur calcul. C'est peut-être pour ça qu'on trouve pas exactement la même chose. Parce que vous savez, dans les trucs comme ça se trouve, ils n'ont pas la même chose. Moi j'ai 2245. On va voir, hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a une petite différence. Hein. Normalement, on devrait trouver la même chose. Mais... moi je trouve 171 kW et vous trouvez combien? Non, moi je trouve ça mieux. Par contre, si je multiplie par 2, ouais, ça fait 70 à peu près. Alors là, il y a une grosse différence quand même. Donc vous en montez combien en même temps vous 88? Après, j'ai calculé la puissance pour un aller. Enfin, j'ai calculé la puissance. J'ai calculé l'énergie, pardon, potentielle pour un aller en supposant que tous les sièges étaient remplis. Ouais, mais c'est bon ça. Donc, j'ai trouvé 180 personnes. Attends, je regarde le problème avec lui parce qu'on n'a pas la même chose. Attendez, du coup,